Et j'accueille sur ce plateau Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes député La République En Marche des Yvelines. Et Aurélien Pradier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, député Les Républicains du Lot. Alors avant de commencer, on part tout de suite dans l'hémicycle où se trouve Thibault Hénoc. Thibault, vous avez pris connaissance des questions qui seront posées par les différents groupes politiques aux membres du gouvernement. Il y a aujourd'hui un thème qui se dégage assez clairement. Ah oui, très clairement, Brigitte. Et ce thème, c'est la situation dans les écoles. Pas moins de 7 questions sont prévues sur le sujet cet après-midi. En fait, tous les groupes d'opposition ont prévu d'interpeller le gouvernement sur cette question. Il devrait passer sur le grill le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en particulier sur la question du protocole sanitaire, protocole très lourd mis en place en cette rentrée et qui a été assoupli une semaine plus tard face à la grogne des parents et des enseignants qui ont prévu de se mettre en grève jeudi. Le ministre devra répondre de ses choix face à des oppositions qui vont dénoncer ce qu'elle qualifie de grand cafouillage. Merci Thibault Hénoc et on vous retrouve un petit peu plus tard pour plus de détails sur ces questions au gouvernement. Je vous le disais en titre, les sénateurs vont examiner à partir de cet après-midi en séance le projet de loi sur le pass sanitaire visant à le transformer en pass vaccinal. Ce sera en séance publique. Hier en commission, ils ont déjà modifié le texte adopté la semaine dernière par les députés. Elsa Mondin-Gavin, on vous retrouve. Vous êtes salle des 4 colonnes. Quelles sont les modifications apportées par le Sénat ? Eh bien écoutez, en commission des lois, les sénateurs ont apporté 4 modifications majeures. Tout d'abord, et c'est très important, pour les sénateurs, le pass vaccinal doit être réservé aux majeurs, aux plus de 18 ans. Pour les mineurs, le pass sanitaire devrait continuer à suffire. Ce point avait fait débat dans l'hémicycle. On sait que le gouvernement avait accepté, par exemple, de ne pas exiger de pass vaccinal pour les enfants en dessous de 16 ans, pour les activités scolaires et extrascolaires. Autre ajout du Sénat, un mécanisme d'extinction automatique du pass vaccinal. Si on atteint moins de 10 000 hospitalisations, ce pass vaccinal pourra tout de même être maintenu dans les départements où le taux de vaccination complète est inférieur à 80%. Et pour ceux qui connaissent, c'est bien un taux d'incidence important. En ce qui concerne les contrôles de pass vaccinaux, pour vérifier que votre pass est bien le vôtre, vous le savez, les gérants de café pourront vous demander une pièce d'identité. Eh bien, le Sénat veut qu'on puisse demander soit une carte vitale, soit un permis de conduire. Enfin, les sénateurs sont revenus sur les amendes en cas de non-respect du télétravail par les entreprises. Elsa, quand le pass vaccinal pourrait-il entrer en application ? Eh bien écoutez, pour l'instant, le Sénat examine le texte en séance à partir de cet après-midi, mais aussi ce soir et demain. La commission mixte paritaire, vous savez, c'est une réunion à huis clos entre députés et sénateurs pour essayer de trouver un compromis sur le texte. Elle devrait se tenir jeudi après-midi. Si elle est conclusive, l'adoption définitive du texte pourra être prononcée vendredi matin. S'il n'y a pas d'accord entre les deux chambres, il faudra une nouvelle lecture à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement parle de la date du 17 janvier, des délais très contraints parce qu'il y a aussi un examen par le Conseil constitutionnel. Merci Elsa Mondin-Gavin pour toutes ces précisions. Aurore Berger, les sénateurs examinent donc à partir de cet après-midi en séance le pass vaccinal. Est-ce que vous regrettez qu'il ne l'ait pas étudié plus tôt ? On sait que les débats se sont achevés dès jeudi à l'Assemblée. Ce qui compte, c'est que ce texte puisse être examiné, surtout qu'il puisse entrer en application le plus rapidement possible. J'ai toujours pas compris, moi, la position des Républicains. Je sais pas quelle est la position du groupe LR à l'Assemblée, du groupe LR au Sénat, du parti, de la candidate, parce qu'il y a autant de prises de position en vérité que de parlementaires ou de personnes qui s'expriment sur le sujet. Sur un sujet comme celui-ci, on peut pas avoir des voix discordantes. On a besoin d'avoir une unité et une voix extrêmement claire qui soit portée et qui soit assumée. Nous, on l'a portée et assumée parce qu'on considère qu'il faut évidemment continuer à convaincre évidemment ceux qui ne seraient pas vaccinés d'une part, mais aussi que la contrainte, elle pèse naturellement sur ceux qui ne sont pas vaccinés plutôt que de peser sur ceux qui le seraient. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on ait l'entrée en vigueur la plus rapidement possible et j'espère qu'on aura un esprit de responsabilité Assemblée et Sénat. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'on ait une commission mixte paritaire. Alors Gabriel Attal dit dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier, ça pourrait entrer en application. Est-ce que la droite essaie là de retarder un petit peu le calendrier, de jouer la montre finalement sur ce pass vaccinal, Aurélien Pradier? Personne n'a rien retardé. Nous sommes sur un débat parlementaire qui traite de sujets suffisamment importants pour que nous prenions du temps. On traite de questions qui ne sont pas les questions secondaires. Ce sont les questions sanitaires, mais qui sont aussi la question des préservations de nos libertés. Et donc c'est le travail des parlementaires de ne pas faire ça à la sauvette, n'importe comment. D'abord, on n'obéit pas au gouvernement quand on est parlementaire. Et oui.
quand on est parlementaire, on représente le peuple. On n'est pas là Pourquoi vous n'avez pas été là mercredi dans la nuit? Je vais vous expliquer, Madame Berger. Je vais vous expliquer, puisque manifestement, il y a des choses que vous ne comprenez pas, donc je vais vous les expliquer. Mais ce que je voulais dire, si vous êtes très intelligente, mais parfois de mauvaise foi. Mais je vais vous expliquer les choses. En l'occurrence, sur ce sujet, à chaque fois qu'il a fallu que nous statuions, nous les députés d'opposition, on l'a fait. D'ailleurs, vous voyez que plusieurs des mesures aujourd'hui qui sont des avancées, notamment le fait que le pass vaccinal ne s'applique pas aux moins de 16 ans. Ça vient pas du tout des députés de la majorité qui n'ont pas eu une seule idée depuis le début de ce texte. Ça vient des députés de l'opposition qui avons fait ces propositions-là. Donc ça veut dire que notre travail, il est aussi parfois de résister au gouvernement pour faire avancer le texte. Pour le reste. Et pour ce qui est de ma position, puisque visiblement, elle intéresse beaucoup ma position, Madame Berger. Alors, vous n'avez pas voté l'ensemble du texte. Vous n'avez pas été présent, surtout. Si, Madame Berger, je me suis opposé. La nuit du mercredi, j'étais présente toute la nuit, je l'ai voté, vous n'étiez pas là, et c'est le moment où on l'a voté. C'est la seule nuit que nous n'avons pas passée ensemble. Les deux nuits passées. Vous avez voté contre le pass sanitaire, c'est-à-dire la nuit où nous avons vraiment travaillé et voté. Non, Madame Berger, vous racontez n'importe quoi. J'ai passé 2 nuits entières dans l'hémicycle, à des moments d'ailleurs où vous étiez couchés. Vous savez, c'est au moment, Madame Berger, où il n'y avait pas assez de députés de la majorité pour voter la prolongation des débats. Mercredi soir, je n'étais pas dans l'hémicycle parce que je le dis et je le répète, je ne vote pas un texte alors, aussi vous n'êtes pas venu voter contre à 5h30 du matin. Je ne vote pas. Parce qu'on ne travaille pas à 5h du matin. Et je l'ai d'ailleurs fait 2 fois, 2 nuits précédentes. Sauf que par respect pour notre démocratie, on ne traite pas le débat parlementaire de cette manière. Mais sur l'article 1... Excusez-moi, sur ce sujet, je suis désolée, mais ça veut dire qu'il faudrait que tous les députés LR aient eu la même position que la vôtre. Non mais heureusement qu'on a eu des députés LR qui étaient présents dans l'hémicycle pour qu'on ait eu ce débat. Il y a une chose que vous ne... Non, vous allez me laisser terminer. Alors, chacun son tour, il y a une chose, et je vais finir pour expliquer ma position, puisque c'est la question. Voilà, et on donnera la parole à Aurore. Il y a une chose que vous ne pouvez pas comprendre. Plutôt 2 choses. D'abord, vous ne pouvez pas comprendre que des députés aient des convictions. Parce que vos convictions, elles ont été extrêmement variables depuis 10 ans. Et donc celle de Guillaume Pelletier. Je comprends, mais moi je m'appelle Aurélien Pradier. Et je comprends que vous qui avez été sarkozyste, filloniste, puis macroniste, vous ne compreniez pas qu'il y ait des femmes et des hommes qui, dans leur propre camp, puissent résister et avoir des convictions. Deuxième chose que vous ne pouvez pas comprendre et qui pourtant est essentielle à la démocratie, c'est que des députés, ce ne sont pas des Playmobil. Et que oui, dans notre famille politique, chez les Républicains, parce que nous sommes une grande famille politique, il y a des nuances. Et que sur on peut expliquer, par exemple, sur ce texte-là, il y avait à peu près un tiers à voter contre, un tiers s'est abstenu, un tiers à voter pour. Comme c'est le cas depuis le début. Et vous, personnellement, vous êtes contre. Sur ce débat, depuis le début, si sur l'article 1, j'ai déposé un amendement de suppression, que j'ai défendu, que vous n'avez pas voté, donc j'étais bien présent pour en débattre. C'est une question de conviction profonde. Et d'ailleurs, j'ai eu ce débat très librement avec Valérie Pécresse, qui respecte ses députés. Qui avait appelé à voter pour le pass vaccinal. Et qui sait parfaitement que d'ailleurs depuis le début de ces débats que nous avons, notamment sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, nous pouvons avoir au sein de la grande famille politique qu'est la droite française des nuances. Et c'est pas du tout un problème parce que nous, à droite, on assume de pas tous être des clones, comme c'est le cas. C'est pas un problème, ça la fragilise pas quand même votre candidate? Non, il y a eu un débat d'ailleurs que je trouve assez misogyne, porté en l'occurrence, par les députés de la majorité, selon lequel Valérie Pécresse n'aurait pas d'autorité. Moi, je suis heureux d'avoir une candidate à la présidentielle qui ne considère pas que ses députés sont des exécutants. Moi, je suis fier d'avoir une candidate à la présidentielle qui accepte qu'au sein de sa propre future majorité, il y a des femmes et des hommes qui aient des nuances politiques. Et c'est pas du tout un problème. Figurez-vous qu'avec Valérie Pécresse, on est extrêmement détendu. On fait un détour par les 4 colonnes et je vous donne la parole juste après, Aurore Berger, puisque Jean-Christophe Lagarde, qui est président du groupe UDI et indépendant, est aux côtés de Clément Perrault. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. En commission, les sénateurs ont adopté certaines modifications au texte de loi sur le pass sanitaire. Ils veulent notamment en exempter les mineurs. Ils veulent aussi un dispositif limité selon le niveau de l'épidémie. Ils ne veulent pas également de sanctions contre les entreprises qui n'appliquent pas parfaitement le télétravail. Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures des sénateurs, ces propositions vont dans le bon sens? D'abord, je pense que ça va dans le bon sens et j'espère que pour une fois, le gouvernement sera capable d'entendre, d'écouter, puisque si on veut aller vite, il faut ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Il ne faut pas revenir à l'Assemblée pour refaire une lecture et revivre ce qu'on a vécu la semaine dernière. Oui, par exemple, moi je considère qu'il est absurde de vouloir imposer le télétravail aux entreprises parce que les entreprises sont toutes différentes, ont des activités différentes et c'est pas possible de les juger en un bloc avec une espèce de flic qui viendrait leur dire vous travaillez mal ou vous télétravaillez pas assez. C'est infaisable. De la même façon, les mineurs, on veut à tout craint et c'est normal qu'ils aillent à l'école. Enfin, on va pas les empêcher d'aller au conservatoire ou au sport qui sont
qui sont des éléments tout aussi nécessaires à leur épanouissement. Donc voilà, il y a quelques corrections à apporter au texte de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été possible de se faire entendre ici. Le Sénat, et notamment le groupe UDI là-bas, apporte un certain nombre de correctifs, tant mieux. Et puis ensuite, il faut aller rapidement à l'adoption de ce texte par une commission mixte paritaire qui permette que les mesures plus mesurées, plus limitées dans le temps, puissent être mises en place pour essayer de faire face à l'épidémie qu'on a autour de nous. Très bien, merci beaucoup. Merci Clément Perrault. Et puis on va recueillir maintenant la voix du Parti Socialiste, puisque Cécile Untermaier, qui est députée socialiste et apparentée de Saône-et-Loire, est à vos côtés, Elsa Mondagava. Exactement, les sénateurs réservent le pass vaccinal aux plus de 18 ans. C'était votre amendement, Cécile Untermaier. Vous êtes d'accord avec la droite sénatoriale? Écoutez, oui, je suis même ravie. J'espère que cela tiendra. En toute hypothèse, nous avons cet amendement de repli à 16 ans, mais à 18 ans pour l'ensemble des activités, cela me paraît être un amendement maximal qui a le mérite de la clarté et qui épargne la jeunesse. Donc j'y suis très favorable, évidemment. Les sénateurs ont également ajouté une manière d'éteindre ce pass vaccinal si la situation s'améliore. Est-ce que pour vous aussi, il faut fixer des critères où on pourrait appliquer ce pass vaccinal et où il serait supprimé? Je ne me serais pas opposée à un tel amendement à l'Assemblée nationale. Je redoute toutefois qu'en CMP, le gouvernement, pour des raisons de lisibilité, négocie en fait un retrait de cet amendement. Mais en toute hypothèse, nous avions déposé également un amendement pour la dimension territoriale à prendre en compte que l'on retrouve ici en disant plus de 80% de vaccinés dans un département, il n'y a pas de passe vaccinal. Alors on le sait, le Sénat va finir d'examiner le texte. Après, il y a une commission mixte paritaire, une CMP entre députés et sénateurs. Est-ce que pour vous, il est possible de trouver un compromis? Écoutez, moi je le souhaite. Il faut aller vers un compromis. On a une situation d'urgence, mais un compromis qui nous permette à l'opposition de bien se faire entendre. Alléger le dispositif du pass vaccinal, inclure le dispositif du certificat de contre-indication ou de rétablissement dans ce pass vaccinal pour la lisibilité du texte et faire en sorte effectivement que la jeunesse soit épargnée et rendre le pass vaccinal en lien avec une saturation des hôpitaux constatée me paraît tout à fait utile. Merci beaucoup. On l'entend, les socialistes à l'Assemblée plutôt d'accord avec la droite au Sénat. On verra ce que le gouvernement a à en dire. Merci Elsa Mondagava. Une forme d'alliance droite-gauche contre la majorité. Aurore Berger, est-ce que vous pouvez céder sur ce point et dire que finalement le pass vaccinal ne pourrait s'appliquer qu'au-delà de 18 ans? Je vais vous répondre. Je vais d'abord quand même répondre à ce que disait Aurélien Pradier, parce que moi je trouve que la condescendance qu'on subit depuis 4 ans, qui serait soit de nous traiter de Playmobil comme si que des députés de la majorité soient en accord avec un projet présenté par le gouvernement était totalement extravagant, était un problème. De l'autre côté, une majorité qui serait frondeuse. Donc déjà, c'est un peu compliqué de nous adresser les deux arguments. Soit on est l'un, soit on est l'un, soit on est l'un, soit on est l'un, soit on est l'autre. Je pense que vous êtes plutôt des Playmobil. Je vais finir puisque vous vouliez pas que je vous interrompe. Vous voulez que je choisisse la catégorie, je la choisis pour vous. Par contre, je trouve que c'est particulièrement condescendant de nous comparer à un jeu d'enfant. Je trouve que ce n'est pas au niveau du débat parlementaire. Les Playmobil, vous savez. Je trouve que ça n'est pas au niveau du débat parlementaire, d'autant plus quand on parle d'une crise sanitaire. Je pense que quand on parle du pass vaccinal et de la question prioritaire de la protection des Français, il n'y a pas d'heure pour en débattre, ça ne veut rien dire. On a siégé à de très nombreuses reprises depuis le début de ce mandat. C'est le cas aussi sous le quinquennat Nicolas Sarkozy ou le quinquennat de François Hollande, où on fait la loi à 2 heures, 3 heures, 4 heures à l'Assemblée. Et c'est une nécessité. Par contre, quand on est comme Aurélien Pradier à nous interpeller, comme il le fait régulièrement sur les réseaux sociaux, en disant qu'on manque de convictions, quand on porte soi-disant ces convictions en étendard, on les assume jusqu'au bout et on vient voter. C'est pour ça, parce que nous sommes des députés et nous venons voter. Et nous faisons toute la nuit, nous venons voter. Et je finirai. Non, monsieur Pradier, vous ne vouliez pas qu'on vous interrompe. Elle a eu des convictions très variables. Non, moi j'ai toujours eu les mêmes convictions. Mais c'est plutôt ça. En fait, vous n'acceptez pas qu'on puisse parler. Je l'accepte parfaitement. Vous disiez n'importe quoi. Je vais à nouveau me taire puisqu'il faut vous laisser parler vous uniquement. Ce qui est sain, je vous en prie, continuez. C'est que sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux, nous ne pensions pas la même chose. Mais venez l'assumer et venez voter. C'est pour ça que sur l'article 1, j'ai déposé un amendement de suppression. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ce que je dis, c'est pas vrai. Ce que je dis, mais je suis pas. Alors, Aurore Berger, maintenant finissez. Et on va passer au fond du texte. Je vous en prie, finissez. Est-ce que vous acceptez les propositions du Sénat ou pas? Une question importante. Alors, si vous faites les questions à ma place, formidable. Aurore Berger, alors. Donc, j'aimerais juste aller au bout d'un propos parce que c'est assez étonnant parce que vous utilisez l'argument de la misogynie quand on disait, soi-disant, que Valérie Pécresse manquait d'autorité. Moi, c'est pas l'argument que j'ai employé. Mais quand bien même, je vois pas. Mais par contre, vous vous interrompez en permanence
condescendance quand c'est une femme qui s'exprime. Je fais pareil avec les hommes, soyez tranquilles. Oui, vous êtes condescendant avec tout le monde. C'est assez équilibré. Alors, on la laisse terminer, voilà. Si c'est possible d'aller au bout, oui, avec plaisir. Mais vous êtes même là, vous êtes obligé de parler. C'est assez fascinant. Donc, ce que je dis juste, c'est que sur un sujet aussi essentiel et sensible, quand on dit qu'on assume des convictions, on les assume jusqu'au bout. Quand on est parlementaire, on siège, et quand on siège jusqu'à 4h ou 5h du matin et on vote. Bon, parce qu'à la fin, ce que nos concitoyens regardent, c'est qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu ou qui n'est même pas venu. Et en l'espèce, Aurélien Pradié n'est pas venu, n'a pas siégé, avec autre chose à faire que je ne peux pas vous accepter. Il y a une chose que je ne peux pas sur les propositions, est-ce que je vais répondre aux questions de la journaliste Brigitte Boucher. J'ai déposé un amendement de suppression, vous le savez. Je ne peux pas donnez pas de leçons aux autres. J'étais présent durant les débats. Non, vous n'étiez pas là pour voter la loi, pour voter contre. Ai-je déposé ou non un article de suppression sur l'article 1 ? Un amendement de suppression. Oui, vous n'êtes pas venu voter. Est-ce que je l'ai défendu ? Est-ce que je l'ai voté ? On vous mettra pas d'accord sur ce point-là. Est-ce qu'on peut aller sur le fond du texte ? Sur le fond du texte, l'un et l'autre, parce que de toute façon, on n'entend rien, c'est inaudible. Alors, sur le fond du texte, par exemple, il y a quelques points qui font débat avec le Sénat. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver un accord? On a eu des aménagements qui ont existé dans le débat parlementaire. Parce que le débat parlementaire, il existe encore une fois à toute heure du jour et de la nuit. Et on a eu des aménagements, notamment qui concernaient les mineurs. Vous avez interviewé Cécile Untermaier, députée socialiste. C'est son amendement d'ailleurs qui est passé. L'amendement qui a été sous-amendé par le gouvernement et qui a été adopté à l'unanimité, moins une voix, je crois, de mémoire, des parlementaires qui étaient présents au moment de ce vote. Eh bien, ça veut dire qu'on a réussi à avoir ce travail parlementaire. On a choisi l'âge de 16 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir de 16 ans, vous avez la possibilité de décider par vous-même si vous souhaitez vous faire vacciner ou non. Alors qu'en deçà, en effet, vous subissez de facto plutôt ce que vous imposent ou non vos parents. Et donc l'idée, c'était de ne pas pénaliser les adolescents dont les parents, par exemple, seraient contre la vaccination. Ça ne bougera plus Moi, ce texte. On verra en commission mixte paritaire. Est-ce que c'est 16 ou 18 ans ? Je trouvais assez logique. Et si ça a été adopté à l'unanimité de notre Assemblée, c'est qu'a priori, tous les groupes parlementaires trouvaient assez légitime qu'on ait cet âge de 16 ans, qui était de dire ne pénalisons pas les adolescents dont les parents seraient opposés au pass vaccinal et donc à la vaccination, mais à partir de 16 ans, vous êtes libre de vous faire vacciner. On incite d'ailleurs évidemment les personnes. Moi, ce que je ne veux pas, important dans ce texte, c'est qu'on aille en recul du pass vaccinal, parce que ça donnerait le sentiment que la priorité n'est plus la protection sanitaire des Français et n'est plus de les encourager, de les pousser à la vaccination. Il y a un autre point important dans ce texte sur lequel la droite veut monter au créneau au Sénat, c'est la limite dans le temps de ce pass vaccinal. Ça, pour vous, c'est une ligne rouge pour trouver un accord après en commission mixte paritaire ? Il y a plusieurs sujets qui sont essentiels. Celui-ci fait partie des lignes rouges que nous avons fixées depuis le début, depuis 2 ans. Nous, les députés d'opposition, nous sommes beaucoup battus pour limiter dans le temps les prolongations, notamment d'état d'urgence. Nous l'avons toujours fait constamment et j'ai toujours voté de la même manière sur ces sujets. Oui, nous sommes sur un régime d'exception. Et on ne peut pas s'habituer au régime d'exception. Et oui, le pass sanitaire, le pass vaccinal sont des mesures d'exception. Et donc la limitation dans le temps, elle est absolument fondamentale. Je reste encore stupéfait que le gouvernement ait fait voter par sa majorité la prolongation de dispositions exceptionnelles jusqu'à après la présidentielle. Alors aujourd'hui, le pass sanitaire doit s'éteindre le 31 juillet. C'est trop tard pour vous ? La mesure qui est proposée par le Sénat me paraît bonne. Elle permet, en fonction de la situation sanitaire dans chaque département, d'éteindre automatiquement la mesure du pass vaccinal. Et je pense que c'est la bonne manière de faire. D'ailleurs, je pense que ça doit être écrit dans la loi. Que ce n'est pas au gouvernement de jauger le moment où l'on arrête les situations exceptionnelles. C'est à la loi de la République de le faire. Sur la question des mineurs, j'étais donc présent dans l'hémicycle lorsque nous avons voté ce sous-amendement, que j'ai voté. À 16 ans, les débats avaient lieu autour de la minorité. À 18 ans. Et si nous avons voté l'amendement, le sous-amendement de repli de 16 ans, c'est d'abord parce que les députés d'opposition avons fait du bruit. Je vous rappelle que la majorité, vous y étiez farouchement opposés au départ. Et c'est bien que vous progressiez aussi sur ces sujets. Mais que notre idée initiale, elle était les majeurs et les mineurs. Et je pense en effet qu'on ne peut pas traiter de la même manière des majeurs et des mineurs. Et que l'obligation quasi vaccinale, au fond, que relève le pass vaccinal, elle ne peut s'appliquer qu'à celles et ceux qui peuvent décider eux-mêmes de ce qu'ils font de leur Berger, d'où l'idée de le faire au-delà de 16 ans, parce qu'on peut décider seul quand on est mineur. La proposition qui est faite par le Sénat était d'ailleurs un des amendements que j'avais porté avec d'autres de mes collègues, de le faire à 18 ans. Moi, ce que je distingue dans la responsabilité individuelle, c'est la majorité et la minorité. Pas les 16 ans et les 18 ans. Je distingue la majorité. Vous le faites aussi en matière pénale ? Ce serait intéressant dans ce cas-là. Pardonnez-moi, mais il ne me semble pas que nous soyons en matière pénale. Non, mais ce qui est intéressant, c'est juste d'avoir de la cohérence. C'est-à-dire que vous parlez de l'état d'urgence. On peut parfaitement... Attendez, je voudrais m'expliquer. On ne peut
parfaitement. Vous conviendrez tout de même qu'entre traiter un délinquant mineur et aujourd'hui... Non, mais il faut de la... Alors oui, on n'est pas sur les mêmes sujets. Je vous parle de 18 ans parce que je considère que lorsqu'on est majeur, on assume toutes ses responsabilités et que, en l'occurrence, pour le pass vaccinal, 18 ans est la bonne mesure et j'espère que la CMP, la commission mixte paritaire, permettra au gouvernement de... Les députés trouveront un accord. Aurore Berger, vous pouvez... Non, mais je pense qu'il y a une nécessité de cohérence. Encore une fois, on ne peut pas dire que dans certains cas, le bon âge, ça devrait être 15 ou 16 ans et qu'on est totalement responsable de ces actes, par exemple à 15 ou 16 ans, y compris en matière pénale, c'est-à-dire quelque chose qui engage bien plus votre vie et qu'on tout d'un coup, à partir de 16 ans, alors qu'on a la possibilité de choisir par nous-mêmes si on souhaite ou non se faire vacciner, là, on ne ferait plus confiance à nos adolescents entre 16 et 18 ans. C'est un sujet de cohérence. La cohérence, à mon avis, elle doit prévaloir et elle doit faire en sorte que, oui, à partir du moment où on en a la possibilité, qu'on est en effet responsable de ces actes, eh bien, ça nous suit tout au long de la vie. Donc là-dessus, vous n'avez pas très envie de bouger. Sur la limite dans le temps, qu'il puisse s'arrêter quand il y a moins de 10 000 hospitalisations. La question, c'est quels sont les critères que vous mettez dans la loi. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que les soignants nous interpellent. Si on avait pris un certain nombre d'amendements il y a quelques temps, quelques mois sur ce sujet, on aurait pris par exemple le taux d'incidence, on aurait pris le taux de contamination. Or aujourd'hui, les soignants nous interpellent en nous disant c'est plus le taux de contamination qui doit pouvoir compter au regard du nouveau variant face auquel on doit faire face. Là, c'est les hospitalisations qui sont demandées par la droite. Les hospitalisations, oui, pour ce variant. Mais la question qui se pose, c'est qu'on a aujourd'hui une politique publique qui doit pouvoir être efficace et faire front, quel que soit le variant face auquel on doit pouvoir faire face. Quand c'était Delta, il fallait prendre en considération plutôt le taux d'incidence. Quand c'est Omicron, il faut plutôt prendre en compte la question en effet du taux d'hospitalisation et d'occupation de réanimation. Aujourd'hui, le pass vaccinal doit s'arrêter le 31 juillet comme le pass sanitaire. C'est ça dans la loi, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'il s'arrête le plus tôt possible. L'objectif, c'est qu'on ait évidemment plus ça veut dire quoi? On réunit pas le Parlement pour on le stoppe comme ça. C'est le gouvernement qui décide. C'est qu'on donne en effet mandat au gouvernement qui est légitime sur ce sujet pour acter un certain nombre de critères et surtout pour avoir de la flexibilité pour le faire. Si demain, dans 2 semaines, dans 3 semaines, aucun d'entre nous ici n'est épidémiologiste ou soignant, on a l'apparition, ce que évidemment personne ne souhaite, d'un nouveau variant où on a besoin de nouveaux critères et que ces critères ont été figés dans la loi. Regardez le temps malheureusement qu'il nous aura fallu. Ce qui est nécessaire, c'est un débat démocratique. Réunir à nouveau ça veut dire qu'il faudra immédiatement réunir à nouveau l'Assemblée nationale, le Sénat, une commission mixte paritaire et donc à nouveau redéfinir dans la loi les critères. Ce qui est le plus efficace, c'est ce qui est aussi le plus flexible parce que c'est ça que nous demandent les soignants. Alors, on va passer à un autre débat après. Je voudrais juste savoir, vous pensez que c'est possible un accord en commission mixte paritaire étant donné les désaccords déjà sur ce plateau? Vous le souhaitez? Évidemment, je le souhaite. Tout le monde le souhaite. Évidemment. Mais vous savez... Les positions sont éloignées aujourd'hui. Oui, elles sont assez éloignées. Ce qui est efficace, c'est aussi le respect de la démocratie. Et c'est là que nous avons une divergence de point de vue. C'est la 12e fois qu'on passe devant le Parlement. Oui, ça s'appelle la vie démocratique et c'est rarement le cas dans d'autres pays, y compris démocratiques. Je considère, Aurore Berger, qu'en l'occurrence, il est plus que légitime que le Parlement se réunisse autant de fois que nécessaire pour aviser les règles. Y compris la nuit. Y compris la nuit, vous avez tout à fait raison. Et ben voilà, on vous met d'accord. C'est la raison pour laquelle nous devrions ne pas donner un blanc-seing au gouvernement, mais continuer à travailler et à surveiller l'action du gouvernement. C'est notre travail, le vôtre. On vous a entendu les uns et les autres. Sur vos arguments, on va passer à présent à un autre thème qui concerne les violences envers les élus, parce que ce matin, Gérald Darmanin a évoqué plus de 300 plaintes pour menaces de mort déposées par des élus nationaux. Ce soir, une réunion est prévue sur le sujet par le président de l'Assemblée nationale, avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Les présidents de groupe ici à l'Assemblée vont également se mobiliser. Clément Perrault, vous êtes avec nous, salle des 4 colonnes. Que prévoit la justice aujourd'hui pour protéger les élus? Alors effectivement, vous l'avez dit, Brigitte, les chiffres annoncés ce matin par le ministère de l'Intérieur sont particulièrement parlants. Plus de 300 plaintes ont été déposées pour menaces de mort par des élus depuis le vote du projet de loi pass sanitaire. Je vous le rappelle, c'était à l'été dernier et le phénomène malheureusement s'accentue encore en ce début d'année avec le contexte du vote pour le pass vaccinal. 60 élus ont déjà été menacés de mort en moins de 10 jours. Alors vous l'avez dit, la majorité et le gouvernement ont déjà durci la législation, notamment avec des peines aggravées pour mise en danger contre la vie d'autrui s'il s'agit d'un élu. Mais on le voit, ces mesures ne semblent pas suffisantes pour enrayer le phénomène. Et Richard Ferrand ce soir recevra à la fois le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour évoquer peut-être un nouveau tour de vis législatif. À noter également, Brigitte, que tout à l'heure, au début des questions au gouvernement, tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale seront aux côtés du président Richard Ferrand pour entrer dans l'hémicycle pour
bien marquer tous leur colère face à ces actes. Ensuite, Richard Ferrand prendra la parole sur le sujet en début de séance et un texte devrait également être signé à la fois par le président de l'Assemblée nationale et par tous les présidents de groupe. Merci pour toutes ces précisions. Clément Perrault, on va à présent retrouver Agnès Firmin-Lebaudot, qui est députée Agir Ensemble de Seine-Maritime, qui se trouve aux côtés d'Elsa Mondingava, également celle des 4 colonnes, qui a elle-même été victime de menaces. Exactement, des menaces le 1er janvier. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, le 1er janvier, j'ai été destinataire d'un mail très différent des nombreux mails que nous recevons de très nombreux parlementaires, nous appelant à ne pas voter le pass vaccinal. Celui-ci, très clairement, me menaçait de décapitation. Donc il a forcément attiré l'attention de ma collaboratrice qui tout de suite m'a dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors ce n'est pas la première fois que vous aviez été victime de menaces ? Non, j'ai reçu au mois de septembre, contre le pass sanitaire, là, dans ma pharmacie, une lettre anonyme avec ma photo découpée, tout écrit à la main en disant qu'on se souviendrait au moment où il le faudrait de cette prise de position antilibérale, et puis en 2020 lors de la réforme des retraites. Alors vous êtes de très nombreux députés, de la majorité mais pas que, à avoir reçu des menaces, alors soit des menaces écrites, soit des menaces plus physiques. Que faut-il faire aujourd'hui ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de faire front commun pour se battre contre ces violences qui n'ont rien à faire dans notre démocratie. La démocratie, c'est échanger des idées. Les mails nombreux que nous recevons, nous appelons à voter contre le pass vaccinal argumenté, ceux-là, je les accepte bien volontiers. Je réponds à certains, pas à tous, mais je réponds à certains. Mais se faire menacer de mort pour une prise de position, se faire insulter, ça n'est pas possible dans notre démocratie. Donc c'est pour ça que nous devons faire front commun. Aucune position ne mérite des menaces de mort. Front commun, on le verra tout à l'heure avec l'initiative des présidents de groupe qui entreront dans l'hémicycle derrière le président de l'Assemblée nationale. Merci Elsa Mondingava. Aurore Berger, vous aussi, vous avez été menacée et encore tout récemment. Est-ce que vous êtes inquiète pour votre vie ? Alors, je suis allée porter plainte et je le fais quasiment de manière systématique, que ce soit pour des menaces de mort, des menaces de viol. Je mets à part les différentes insultes ou injures qu'on peut recevoir et qui sont déjà inacceptables au-delà de leur caractère illégal. Je reprends les mots d'Agnès Firmin-Lebaudot, qui en plus est attaquée en tant que soignante parce que pharmacienne. Et je sais qu'un certain nombre de nos soignants aussi ont été pris à partie et il faut qu'on leur témoigne évidemment notre soutien et qu'on les protège. Je suis pas sûre que la réponse elle soit à nouveau législative. Dans la loi sécurité globale, on a renforcé encore les sanctions encourues par celles et ceux qui nous menacent. C'est en effet qu'il y a un front commun. On ne peut pas avoir une indignation à géométrie variable. Quand des élus se font menacer, intimider, attaquer, je pense en particulier à mon collègue Stéphane Claireau parce que c'était lui-même qui a été ciblé à son domicile, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon, député de la majorité ce week-end. C'est ce que je disais, à un moment, c'est presque une lapidation. Demain, ça peut être des pierres qu'on va lui lancer. Enfin, c'est-à-dire que si on accepte cette escalade à la fois de la violence verbale et ensuite de la violence physique, qu'elle s'exprime en direct, qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux, alors on la légitime et on laisse faire. Et il faut qu'on soit inflexible sur les condamnations. Quand Alexis Corbière a été menacé avec des personnes qui tenaient des armes et qui avaient ce sentiment total d'impunité, parce qu'ils étaient à visage découvert, il faut le dénoncer. Quand Sandrine Rousseau, qui est élue Europe Écologie, se fait intimider à son domicile, il faut le dénoncer. Il ne faut pas uniquement dénoncer les menaces qui seraient reçues par des gens qui sont de notre bord politique. C'est systématiquement... D'où cette action commune des présidents de groupe aujourd'hui à l'Assemblée. De Richard Ferrand et de l'ensemble des groupes parlementaires pour démontrer qu'on doit ensemble faire front commun sur ces violences. Alors nous sommes à 30 minutes à présent des questions au gouvernement que vous allez pouvoir suivre en direct sur LCP. Aurélien Pradier, il y a beaucoup de députés de la majorité qui sont inquiétés. Est-ce qu'il y en a aussi chez les Républicains ? Est-ce que vous-même, vous avez été menacé ? Oui, pas seulement lorsque, depuis mon mandat de député, j'ai été maire et local avant, j'ai reçu plusieurs fois des menaces, y compris physiques, et elles sont évidemment inacceptables, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Moi, ce qui m'effraie terriblement, c'est l'hystérisation de notre société, la fracturation terrible de notre société. Et on ne peut pas passer sous couvert le fait que le débat politique est devenu tel que désormais il ouvre aussi la voie, globalement, à une hystérisation de la société. C'est pas du tout ce qui justifie les violences. Les violences, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec le débat démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par combat politique ?
Ce que je mesure, c'est au quotidien des paroles qui sont d'une brutalité extrême. Peut-être que d'ailleurs nous-mêmes nous les avons. Le président de la République les a aussi. Tout le monde se jette sur des mots brutaux, vulgaires, agressifs, sur des insultes. Vous ne disiez pas le président de la République en disant ça? Pas seulement. Moi, il m'arrive aussi d'être virulent. Je pense que le président de la République commet une faute aussi lorsqu'il dit qu'il emmerde une partie des Français. Mais tout ça n'a rien à voir avec la violence. Tout ça ne justifie en rien la violence, ne vaut en rien la voie à la violence. Je dis juste qu'il est grand temps de se dire que la fracturation de la société, c'est un problème pour tout le monde. Et que personne ne gagne en politique, ni les oppositions, ni la majorité, à fracturer la société. Et peut-être que parfois, autant dans les oppositions que dans la majorité, je le dis, autant dans les oppositions que dans la bouche du président de la République, il y a parfois cette idée que si on fracture, on arrive à dresser les uns contre les autres, donc électoralement à tirer un bénéfice. Voilà ce que ça contribue à produire. Et d'ailleurs, soyons heureux que, y compris sur les questions du pass vaccinal, nous ayons les débats ici à l'Assemblée nationale. Je me souviens d'une leçon que m'avait donnée Édouard Balladur il y a quelques années lorsque j'étais allé le rencontrer pour la première fois. Il m'avait dit: est-ce que vous savez, monsieur le député, ce qui a fait que le pays n'a pas totalement craqué en 68 ? Non, monsieur le Premier ministre. Il me dit: ça n'a pas totalement craqué parce que ça chahutait fortement à l'Assemblée nationale. Quand ça ne chahute plus fortement à l'Assemblée nationale, quand ça ne débat plus à l'Assemblée nationale, ça débat brutalement dans la rue. Voilà pourquoi, sur des sujets aussi essentiels que la vaccination, c'est à l'Assemblée nationale qu'il nous faut avoir les débats. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des combats encore ici à l'Assemblée, des débats houleux? Non, mais tant que ce sont des combats politiques et des combats d'idées, ils sont sains. Ils peuvent être virulents, on l'a vu aujourd'hui entre nous, on ne sera pas d'accord. Mais il faut impérativement que ces débats existent. La vie politique, les combats d'idées, c'est pas un combat de rue. Et c'est cette différence fondamentale qui doit pouvoir être faite dans une démocratie. Et si ces débats n'ont plus lieu à l'Assemblée comme au Sénat, alors ils se déportent, et ils se déportent de manière extraordinairement violente. Et encore une fois, faisons front commun contre ces violences, parce qu'elles concernent aujourd'hui la majorité. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, elles peuvent concerner notre majorité. C'est inacceptable. C'est les oppositions. Oui, mais moi je l'ai dit. J'ai cité ceux qui avaient été récemment, malheureusement, pris un relatif consensus, en tout cas, sur cette question dans tous les responsables politiques. Quand un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, je pense notamment à Éric Zemmour, où il y a dans son meeting politique de la violence et où il ne la condamne pas et où ses organisateurs vont même féliciter et remercier le groupuscule qui est venu tabasser une femme qui a juste essayé de porter une banderole, on peut dire qu'elle n'avait pas sa place, etc. Ça, c'est un débat. Mais le fait de tabasser une femme dans un meeting, c'est inacceptable. Le candidat doit le dénoncer. De la même manière, quand Jean-Luc Mélenchon dit que la haine envers les journalistes est une haine saine et qu'après, vous avez des journalistes qui, dans les manifestations, se font prendre à partie, certains de vos confrères qui ont été directement menacés, qui parfois ont été même violentés. Vous appelez donc tout le monde à la responsabilité pour retrouver donc un consensus sur cette question. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre sur le plateau de questions d'actu. On passe à présent au focus dans cette émission.